sponsor pour avoir permis l'organisation technique de cette journée. Et donc, quelques éléments pour rappeler que la mission donc de cette journée mondiale du prurigo, donc 21 juin, qui a lieu tous les ans, qui tombe cette année un dimanche, mais c'est toujours le 21 juin. Donc, c'est une initiative internationale qui a pour objectif de sensibiliser au prurigo chronique et au prurigo nodulaire, parce que les deux termes sont utilisés, faire progresser la recherche et puis accélérer le développement de nouvelles thérapeutiques. Donc, cette journée, elle va rassembler des dermatologues, mais aussi des chercheurs dans le domaine du prurigo, des patients, pour favoriser des échanges, promouvoir les avancées scientifiques et puis améliorer la prise en charge de cette maladie. Donc, notre programme de ce webinaire aujourd'hui, c'est vous présenter déjà, en introduire la raison de cette journée mondiale du prurigo, la définition du prurigo, le fardeau de la maladie, les innovations thérapeutiques, des conseils et astuces pour les patients, vous présenter les initiatives et les réseaux en France, et puis répondre aux éventuelles questions. Donc, pourquoi cette journée mondiale du prurigo? Donc, c'est la deuxième journée mondiale. La première a eu lieu en 2025 avec des événements dans plusieurs pays. Et de nouveau, cette année, il y a des événements en direct dans trois continents, de multiples pays, notamment en Allemagne, en Turquie, au Brésil, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en Inde et au Japon. Donc, dans la première édition en 2025, il y avait plus de 500 participants en direct. Et donc, cette journée a été reconduite du fait du succès avec un slogan: reconnaître le prurigo, agir tôt. Et donc, sensibiliser les médecins et les patients pour faire des diagnostics plus précoces et proposer des traitements rapidement fondés sur les preuves scientifiques et les avancées de la médecine. Donc, objectif de mieux faire connaître le prurigo auprès du grand public, des professionnels de santé. Donc, on verra la définition de cette maladie que vous connaissez sûrement. Donc, des démangeaisons persistantes, des lésions cutanées caractéristiques et un impact qui est souvent majeur sur la qualité de vie, le sommeil, le bien-être psychologique, mais qui reste une maladie encore diagnostiquée souvent trop tardivement ou prise en charge de manière inadéquate et surtout pas forcément assez rapide. Il peut y avoir un délai de prise en charge avec une minimisation du symptôme de démangeaison. Donc, c'est une mission de sensibilisation et puis une mission aussi plus large de faire progresser la recherche scientifique, accélérer le développement de nouvelles thérapeutiques et mettre en relation des dermatologues, des chercheurs et des patients. Donc, comme on l'a dit déjà, un événement mondial en ligne avec plusieurs événements dans plusieurs pays qui ont lieu pour la majorité aujourd'hui, comme c'est la journée mondiale ce jour, certains qui ont eu lieu déjà hier. Donc, qu'est-ce que le prurigo pour commencer? Donc, c'est une maladie qui est évoquée depuis très longtemps dans l'histoire. Et Laurent Mirisri, le chef de service de dermatologie à Brest, a écrit un article très intéressant qui retrace tout ce prurigo dans l'histoire. Donc, ça a démarré très tôt avec des descriptions par Hippocrate en 460 jusqu'à 377 avant Jésus-Christ. Et puis, vous voyez que dans ce tableau sont recensés tous les termes utilisés dans l'Académie nationale de médecine avec le terme prurigo. Et donc, c'était un terme très large pour décrire une maladie prurigineuse, donc avec des démangeaisons, avec des papules. En 1893, James Hyde disait que le terme prurigo fait partie de ceux qui sont dans le passé ont amené une confusion dans la nomenclature des dermatoses. Et effectivement, ça correspondait à plein de dermatoses qui étaient extrêmement variées. Et encore en 2016, dans notre SORA, qui est un peu la Bible du dermatologue, il était écrit que le prurigo ne correspond pas à une entité claire définie sur le plan clinique, histologie, c'est-à-dire sur la biopsie cutanée. C'était une dermatose, donc un problème cutané, prurigineux, donc avec des démangeaisons,
excoriée, donc avec des lésions de grattage, pour laquelle il est difficile de savoir si une lésion élémentaire existe. Donc jusqu'à encore peu de temps, c'était un terme assez flou. On retrouvait deux termes dans la littérature, prurigo de Besnier quand il y avait un terrain atopique, c'est-à-dire un eczéma, une dermatite atopique, ou de l'asthme atopique, ou une conjonctivite, ou alors le prurigo de Hyde quand il n'y avait pas ce terrain atopique. Bon, termes qui ne sont plus utilisés actuellement. Et puis en 2017, un consensus international fait de médecins, de dermatologues, de chercheurs experts du prurigo. Donc on s'est réunis pour faire une définition plus précise du prurigo parce qu'il était important d'avoir une définition pour ensuite avoir des traitements et qu'on s'accorde tous sur cette maladie. Qu'est-ce que c'est pour pouvoir ensuite travailler dessus sur la recherche. Donc, cette maladie, elle a été définie comme la présence d'un prurite chronique, donc c'est-à-dire que c'est une maladie où il y a forcément des démangeaisons chroniques, c'est-à-dire au moins 6 semaines. Donc, si on a des démangeaisons d'une durée courte qui ne persistent pas, bah, ça ne rentre pas dans le cadre de la définition. Il faut aussi avoir une histoire ou des signes de grattage répétés, des excoriations, donc des plaies qui vont être soit arrondies, soit linéaires à cause du grattage, ou des cicatrices de grattage. Et puis à l'examen, quand on regarde le patient, des lésions de grattage qui sont soit localisées, soit le plus souvent généralisées. Alors la cause initiale, elle peut être très variée. Ça peut être une cause dermatologique. On peut avoir un problème de peau comme un eczéma, par exemple, ou un psoriasis ou une gale. On peut avoir une cause systémique, c'est-à-dire une maladie, par exemple, rénale, une maladie du foie, une maladie des globules rouges, donc différentes causes qu'on va rechercher chez les patients et moins souvent des causes neuropathiques, parfois des causes psychogènes aussi. Et puis, ça peut être aussi plusieurs causes, donc on appelle ça multifactoriel, ou parfois on ne retrouve pas la cause de départ. Et quelle que soit la cause de départ, donc qui amène à des démangeaisons, en fait, il y a un cercle vicieux qui va s'installer. On a les démangeaisons, donc le terme scientifique de prurite. On va se gratter, et à force de se gratter, on va avoir une sensibilisation au prurite à la fois périphériques avec des fibres nerveuses qui vont s'exciter plus facilement au niveau de la peau, au niveau aussi central avec des modifications au niveau du cerveau et des tissus, de transmission de cette sensation de prurite qui fait qu'on va être plus réceptif et qu'il y a un cercle vicieux qui va s'installer. Et donc, plus on se gratte, plus on va avoir de prurite. Et donc, quelle que soit la cause de départ, ça peut aboutir à ce prurigo, du fait vraiment d'un cercle vicieux prurite-grattage. Donc c'est intéressant de chercher cette cause du départ, parfois on ne la trouve pas, et on traite de toute façon un peu tous les prurigos ensuite, quand on est à ce stade-là de prurigo, de la même façon. Donc ça, c'était pour illustrer cette sensibilisation au prurite. Donc un schéma qui est un peu compliqué en plus en anglais, mais pour dire que ça intervient à tous les niveaux, donc à la fois au niveau périphérique, hyperexcitabilité des fibres nerveuses, il y a moins au niveau de la moelle de rétrocontrôle. Normalement, il y a un contrôle, donc toutes les sensations de prurite, de douleur, parce que c'est le même phénomène pour la douleur, ne sont pas transmises au cerveau. Le corps, il va transmettre que les sensations d'intensité suffisamment importante. Et là, c'est ce contrôle va être moins important et donc il y a plus de sensations qui vont être transmises au cerveau. Et puis au niveau du cerveau, on voit qu'il y a des changements au niveau fonctionnel, structurel. Et quand on fait des IRM fonctionnels à des patients qui ont un prurite lié à un psoriasis ou une autre dermatose par rapport à des patients qui n'ont aucun prurite, mais on voit des modifications. Donc c'est vraiment un vrai cercle vicieux qui va s'installer. Et donc cette sensibilisation au prurite, cliniquement, elle va se traduire par des symptômes qu'on va appeler l'allocnésie. L'allocnésie, c'est un stimulus qui devrait normalement pas induire de démangeaison, par exemple un toucher léger au niveau de la peau, qui, chez les patients avec un prurigo, avec cette
qui ont été sensibilisés au prurite, et ils vont ressentir comme prurigineux une sensation qui est normalement non prurigineuse, qui ne donne pas de démangeaison. Et l'hyperknésie, c'est une sensation qui est normalement faiblement prurigineuse, qui donne normalement une faible démangeaison, qui va donner une démangeaison qui va être trop importante. Donc, quelques données d'épidémiologie. Donc, on a plusieurs études qui ont été faites dans différents pays avec des méthodes assez variables. Et donc, il est difficile d'estimer précisément le nombre de patients avec un prurigo. Ce qui peut être utilisé, c'est des données, par exemple, d'hospitalisation, d'ALD. Mais les patients qui ont un prurigo ne sont pas forcément hospitalisés et sont généralement pas en ALD, ce qui rend parfois difficile d'appréhender la prévalence, donc le nombre de personnes touchées. Et donc, on estime entre 9 et 100 personnes par 100 000 habitants. L'âge moyen, c'est autour de 50 ans. Et on sait qu'il y a un peu plus de femmes qui sont touchées que d'hommes. Donc, différentes formes cliniques. Alors, d'abord sur la terminologie, parce qu'en introduction, on avait les deux termes prurigo chronique, prurigo nodulaire. Alors, en Europe, on s'est plutôt accordé sur le terme de prurigo chronique, qui regroupe les 5 formes que vous voyez ici. Mais dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, ils sont plutôt restés sur le terme prurigo-nodulaire, qui est le terme général. Et donc, en fait, dans la littérature médicale, maintenant, on utilise un peu les deux pour que tout le monde s'y retrouve. Donc, en France, c'est plutôt prurigo-chronique, le terme général, qui regroupe ces 5 formes. La forme la plus fréquente étant la forme nodulaire. Donc, un nodule, c'est une lésion en relief qui est décrite classiquement comme de plus de 1 cm de diamètre, donc assez grande. Mais on peut avoir aussi des lésions papuleuses, donc de plus petite taille, plus rarement ombiliquées, donc avec une petite dépression au centre, des formes en plaques qui sont aussi un peu moins fréquentes et qui là peuvent poser la question de diagnostic différentiel. Il y a d'autres maladies qui peuvent donner ces lésions en plaques, donc il faut quand même se méfier que ce ne soit pas autre chose. Et puis la forme linéaire avec ses excoriations linéaires en forme de ligne hein, très, très droite. Et donc chez un patient, plusieurs formes peuvent être bien sûr associées. Donc prurigo nodulaire et papuleux étant les plus fréquemment associés. Alors il y a d'autres diagnostics, ça c'est plutôt pour le dermatologue qui va vous voir en consultation. Pour les formes en plaques, il faut penser aux eczémas, aux lymphomes. Pour les formes qui sont seulement excoriées, quand il n'y a pas de lésion en relief, il faut penser aux excoriations psychogènes. Donc là, c'est des patients qui vont se gratter, mais qui n'ont pas de démangeaison. Donc quand on les interroge, ils nous décrivent bien qu'ils ont l'envie de se gratter, qui est lié à des causes psychiques, mais sans qu'ils n'éprouvent de prurite, de démangeaison au départ. Et puis pour les formes nodulaires, on pensera à la pemphigoïde nodulaire, au prurigo actinique, donc des maladies assez variées qu'on va éliminer soit à l'examen clinique, soit si besoin, parfois en faisant une biopsie cutanée, prenant un petit morceau de peau sur la lésion de prurigo. Donc ensuite, je laisse la parole à Christine Patras de Campegno pour la partie sur le fardeau. Oui, bonjour. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du fardeau du prurigo nodulaire. Donc, il y a eu une étude de fait dans 15 centres de 12 pays différents. Et il y avait 509 patients avec un prurigo. L'âge moyen était de 64 ans et il y avait pour 40% d'hommes. Donc, les mots retenus dans cette étude, on demandait le retentissement émotionnel du prurite. Donc, il y avait des mots comme féroce, mordant. Émilie, est-ce que tu peux mettre la diapo plus grande ou pas pour moi? Ah, plus grande, non. Non. C'est trop petit. Excuse-moi, mais c'est trop petit pour moi. Il y avait irritabilité, agressivité, horrible, c'était les mots qui revenaient principalement.
perturbante en premier. Et évidemment, il y a le fardeau aussi qui apparaît. Ensuite, sur le diagramme à côté, on se rend compte que dans 50%, 50% des personnes, ce qui apparaît le plus important, évidemment, c'est le prurite. Ensuite vient la visibilité des lésions, 27%, et puis le saignement des lésions pour 14%. Ensuite, il y a un impact sur la vie quotidienne pour 5%, un impact sur le sommeil pour 4%, et puis les douleurs et les conséquences psychologiques apparaissent ensuite. Voilà, donc on voit principalement le prurite, hein, c'est pas surprenant quand même. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc là, c'est une étude qui a été faite par la Task Force Pruritus dans le livre blanc sur le prurite chronique et le prurigo chronique. C'était fait en 2024. Donc, on voit que le fardeau du prurite chronique et du prurigo nodulaire, donc c'est une atteinte dans la vie sociale. Je reprends mon papier parce que c'est vraiment trop petit, j'arrive pas à lire, désolée. Sur la diapo, je vois tout petit, moi, j'arrive pas à le mettre plus grand. Tu l'as en plein écran quand même, la diapo. Non, j'arrive pas à la mettre en plein écran depuis tout à l'heure. Ah oui. Bon, écoute, on va faire comme ça, c'est pas grave. J'ai essayé pendant que tu parlais, mais j'y arrive pas. Donc, le fardeau du prurigo nodulaire. Donc, il y avait le reste à charge qui est très important, qui est environ de 800 euros par mois. Ensuite, donc, il y avait la vie sociale limitée. Il y avait les comorbidités psychologiques, une altération de la qualité de vie et un sommeil très perturbé. On peut passer à la diapo suivante, Émilie. Alors là, je vais reprendre aussi mon papier parce que c'est tout petit encore. Donc là, on voit le retentissement psychologique. Donc, c'était une étude. Il y avait 1359 personnes dans le groupe contrôle et 27 personnes qui avaient un prurigo. Et on se rend compte que dans 37% des gens qui ont un prurigo ont des signes de dépression, contre 11% pour le groupe contrôle. Ensuite, 30% 20% des personnes. Non, je me suis trompée, je crois que j'ai parlé de dépression, excusez-moi, c'était 37% qui avaient de l'anxiété et 11% dans le groupe contrôle. Ensuite, pour la dépression, c'était 20% dans les personnes atteintes de prurigo contre 4,3% dans le groupe contrôle. Et ensuite, on avait les idées suicidaires qui sont quand même très présentes dans cette maladie, qui sont 20% pour les personnes atteintes de prurigo contre 6,3% pour le groupe contrôle. Alors, on peut voir qu'on peut comparer avec d'autres maladies de peau. Alors, l'anxiété, on a vu que c'était 37% pour les gens atteints de prurigo, alors qu'on voit que dans un groupe, par exemple, de personnes atteintes de psoriasis, c'est 22,7%, 21% pour les personnes atteintes d'eczéma des mains, 17% pour les patients atteints d'eczéma atopique et 17% pour les patients atteints d'ulcères de jambes. Donc, on se rend compte que c'est beaucoup plus élevé chez les patients atteints de prurigo. Donc, ça a une atteinte fortement importante pour le retentissement psychologique. Après, pour la dépression, c'est identique, puisque nous sommes à 20% dans le groupe dépression, dans le groupe prurigo, excusez-moi, et 24% chez les patients atteints d'ulcères de jambes
15% chez les patients atteints d'eczéma des mains, 11% chez les patients atteints de psoriasis et 10% pour les patients atteints d'eczéma atopique. Donc, on se rend compte que le prurigo a vraiment un important retentissement psychologique. On peut passer à la diapo suivante. Ah là, c'est mieux, je vois mieux. Donc là, on voit l'impact sur le sommeil. Donc, c'est 3 études différentes qui incluent des échantillons de 13 à 78 patients. Donc, on utilise des échelles différentes et on s'aperçoit dans une des études qu'un patient sur deux avec un prurigo a une très faible qualité de sommeil, 53% des patients. Et sur les 2 autres études qui utilisent une autre échelle pour évaluer le sommeil, il y a une nette amélioration du sommeil grâce au traitement du prurigo. On peut passer à la diapo suivante. Donc là, c'est le retentissement sur la santé générale. Donc, on a étudié une cohorte de 36 patients qui ont un prurigo comparé à une population générale. Donc, il y a une plus faible performance de santé globale et il y a une perte de 6,5 QALY, c'est-à-dire 6,5 pertes d'années de vie par patient atteint du prurigo. Je ne vois pas. Alors, oui, alors dans les patients atteints du prurigo, on peut voir qu'ils se plaignent d'une moins bonne audition, d'une moins bonne fluidité dans la parole, d'une moins bonne qualité de marche, des émotions évidemment, des troubles cognitifs et également une atteinte sur la douleur. Et on s'aperçoit dans le schéma de droite que le prurigo serait donc à gauche, c'est la meilleure qualité de vie, et à droite, c'est la plus mauvaise qualité de vie. On s'aperçoit que le prurigo est presque à droite du diagramme. Ça veut dire que les gens qui ont été interrogés, selon les réponses qu'ils ont données, finalement, le prurigo se situe quasiment à l'extrême. Ça veut dire que les gens qui sont atteints d'un prurigo sont vraiment dans la partie où il y aurait une très mauvaise qualité de vie. On peut voir que les premiers qui ont la meilleure qualité de vie, ce sont les gens qui ont une hémodialyse, et les derniers qui ont la plus mauvaise qualité de vie, ce sont les Parkinson. Pour vous situer à peu près où sont les personnes interrogées dans cette étude. Voilà, on peut passer, Émilie. Tu m'as entendu? Oui, attends. Hop, voilà, ça passait pas, c'est bon. Maintenant, on va parler de l'impact sur la vie quotidienne et la stigmatisation. Donc là, c'est un questionnaire qui a été adressé aux adhérents de l'association France Prurigo et dans 2 services hospitaliers. Il y avait 70 patients inclus, 61% de femmes, dont l'âge moyen était de 40, et l'âge moyen des patients inclus était de 46 ans. Donc, on s'aperçoit, le DLQI, c'est une échelle qui mesure la qualité de vie. Le DLQI moyen est de 13,3. Le sommeil, 40% ont un sommeil très perturbé. Tout ça, c'est calculé avec des échelles. Le score de stigmatisation, c'est 25,2, c'est-à-dire qu'il s'estime très stigmatisé. Pour avoir une idée, pour la pelade, c'est 18 et pour le vitiligo, la moyenne est à 11. Donc, les gens atteints de prurigo s'estiment, selon l'échelle, plus stigmatisés que les gens atteints de pelade et de vitiligo. Et dans les 3 derniers mois, dans cette étude, on se rend compte que 21% des personnes avaient au moins un jour d'absentéisme, 73% avaient renoncé à un sport ou à loisir et 63% ont refusé une invitation. On peut passer. Merci. Donc là, on va parler de l'impact économique parce que évidemment, être atteint d'un prurigo nodulaire, il y a un impact économique.
Il y a les produits qu'on utilise, comme les émollients, les crèmes barrières, etc., qui ne sont pas remboursés. Donc là, on a fait une étude sur 141 patients dont l'âge moyen était de 56 ans. Et le reste à charge annuel moyen par patient s'élevait à 855 euros, avec une médiane de 605 euros. Donc évidemment, comme on peut le supposer, le reste à charge est le plus élevé, plus le prurite est sévère, évidemment. Donc le reste à charge le plus bas était de 287 euros et le plus élevé était de 1467 euros. Donc on se rend compte que le prurigo nodulaire a également un impact économique fort. On peut passer. Voilà, c'est à toi. Oui, donc on va reparler maintenant des traitements. Donc avant de parler des traitements, le bilan qu'on va faire quand on a un patient qui a un prurigo, donc par rapport aux grandes causes dont je vous ai parlé au départ qui peuvent amener à ce cercle vicieux et au départ de la maladie prurigo, donc on va rechercher qu'il n'y ait pas une maladie, une dermatose sous-jacente. Donc ça, c'est en examinant, on va vérifier qu'il n'y ait pas de gale, qu'il n'y ait pas d'eczéma, qu'il n'y ait pas de lésions cutanées spécifiques d'une maladie et pas juste des lésions de grattage. Et puis, on va rechercher les causes de prurite systémique, c'est-à-dire toutes les causes rénales, hépatiques, les problèmes de thyroïde, de carence en fer, de certaines infections. Donc, on a un bilan qui est, donc on va examiner aussi, bien sûr, poser des questions, examiner le patient. Et puis, on a un bilan qui est à peu près celui-ci, mais qui n'est pas si consensuel, qui peut varier selon les pays. Donc une prise de sang où on va rechercher toutes les causes, les globules rouges, les globules blancs, le rein, le foie, la glycémie, donc le sucre, la calcémie, le fer, la thyroïde, l'électrophorèse des protéines pour rechercher tout ce qui est gammapathie, les sérologies qu'on fait souvent, hépatite B, CVIH. Si les patients ont voyagé ou alors s'ils ont des éosinophiles aussi sur la prise de sang, donc des globules rouges un peu particuliers, on peut être amené à faire une parasitologie des selles pour rechercher des parasitoses. On fait généralement une radiographie thoracique et parfois une échographie aussi abdominale et puis parfois un scanner qui combine les deux. Parfois, on fait une biopsie pour rechercher une neuropathie des petites fibres, qui est une cause neurologique de démangeaison. Donc, les petites fibres nerveuses périphériques de la peau dont le nombre va diminuer. Et chez les patients plus âgés, on fait une biopsie avec une immunofluorescence directe, donc l'IFD, pour être sûr que ce ne soit pas une pemphigoïde bulleuse, mais qui serait au stade prébuleux. Donc c'est bien au stade de début de suivi de faire ce bilan pour essayer d'identifier une cause et traiter la cause si on en retrouve une. Donc la prise en charge actuelle, là c'est les guidelines, donc les recommandations internationales de 2020, mais qu'on est en train de mettre à jour et qui vont bientôt être publiées. Et donc, la publication va beaucoup changer ces guidelines parce qu'entre-temps, il y a eu des molécules qui ont eu des autorisations de mise sur le marché. Donc là, les guidelines, les recommandations actuelles, c'était première marche, donc les traitements locaux, cortisone notamment, les antihistaminiques, bon, qui ont une faible efficacité dans le prurigo, parce que les antihistaminiques, ils vont viser l'histamine, mais dans le prurigo, il y a plein d'autres médiateurs que l'histamine, donc ça marche pas très bien. Le deuxième palier, c'était surtout les UV, donc la photothérapie. Troisième palier, les médicaments type gabapentine, prégabaline, donc Lyrica, Neurontin, qui vont agir sur la transmission du symptôme de prurite sur les voies nerveuses, les antidépresseurs, des immunosuppresseurs comme la cyclosporine, le méthotrexate. Et puis après, en dernière marche, on avait d'autres traitements qui étaient en cours d'évaluation. Donc les nouvelles recommandations devraient bientôt être publiées. Et la nouveauté, c'est l'autorisation de mise sur le marché et le remboursement de deux molécules dont je vais vous parler, le dupilumab, le némolizumab, qui vont donc être utilisées très rapidement parce que toutes les autres molécules n'ont pas d'AMM, ne sont pas autorisées dans le prurigo.
Donc, pour les prurigo modérés à sévères, on va très rapidement utiliser ces molécules-là. Donc, le dupilumab, c'est une biothérapie qui va agir contre les récepteurs à l'interleukine 4 et bloquer l'interleukine 4 et 13. Donc, c'est une molécule qui a été évaluée dans deux essais randomisés, c'est-à-dire que les patients sont, quand ils acceptent de participer à l'étude, il y a un tirage au sort. Ils reçoivent soit le traitement actif, le dupilumab, soit un placebo. Parce qu'on a besoin d'avoir un comparateur pour vraiment évaluer l'efficacité propre du traitement. Donc, dans ces études, ont été inclus pour la première 151 patients, dans l'autre 160 patients, avec un prurigo. Et les critères pour être inclus, c'était d'avoir au moins 20 nodules et d'avoir un prurite au moins de 7 sur 10. Donc, c'est le Worst Itch NRS, WI-NRS. C'est le pire prurite des dernières 24 heures. Et le critère qui était utilisé dans cette étude, c'était une amélioration d'au moins 4 points de ce pire prurite des dernières 24 heures. C'est ce qu'on considère comme significatif cliniquement. Donc, première étude, l'évaluation a été faite à 24 semaines et on voit que 60% des patients sous dupilumab avaient une diminution d'au moins 4 points de ce score de prurite, alors que c'était 18% pour le groupe placebo. Dans l'autre étude, l'évaluation a été faite plutôt à 12 semaines, donc à 3 mois. C'était significatif. 37% des patients sous dupilumab amélioraient leur score de prurite d'au moins 4 points, contre 22% des patients sous placebo. Donc c'était significatif, mais on voit que les résultats étaient quand même un peu moins bons, parce qu'en fait, il faut quand même attendre suffisamment. Et on voit sur le graphique juste à côté, à droite, qu'à 24 semaines, 57% des patients avaient une amélioration. Donc il faut savoir attendre suffisamment longtemps pour vraiment évaluer la pleine efficacité de ce traitement. Donc des résultats en tout cas vraiment très très intéressants. Donc l'évolution un peu lente dans le temps, elle est représentée par ces graphiques. Le premier, c'est la proportion de patients qui avaient cette amélioration d'au moins 4 points. Et dans le graphique de droite, c'est les patients qui avaient un IGA 0,1, donc qui cliniquement, quand on les examinait, n'avaient plus ou quasiment plus de lésions de prurigo. Ça, c'est ce qui va arriver dans un deuxième temps, hein. L'efficacité, elle est d'abord sur les démangeaisons, et dans un deuxième temps, les lésions de prurigo, elles vont s'aplanir, puis disparaître. Et donc, on voit que l'amélioration, elle est vraiment progressive. Donc, si on évalue à 16 semaines, bah, c'est un petit peu tôt. Donc, il faut vraiment savoir attendre jusqu'à au moins 6 mois pour avoir la pleine efficacité. Donc, maintenant, on a ce traitement qui fonctionne bien, qu'on utilise. Donc, les questions qui restent en suspens, ce sera quand ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on espace? Est-ce qu'on peut arrêter le traitement? Donc ça, on aura des données dans les années à venir. Là, c'était une petite étude rétrospective. Donc, ils ont repris des patients, 9 patients traités par dupilumab avec un prurigo. Ils ont arrêté le traitement chez tous les patients et 3 d'entre eux n'ont pas eu de récidive. Donc, il y a leurs caractéristiques ici. Donc, ça veut dire que pour 6 d'entre eux, bah, ça a récidivé. Donc, c'est probablement des traitements qu'on va plutôt espacer d'abord. Au lieu de mettre toutes les 2 semaines, on va espacer toutes les 3, toutes les 4 semaines, avant peut-être d'arrêter au bout d'un moment. Donc, en pratique, c'est une injection sous-cutanée toutes les 2 semaines. Donc, on va faire dans les cuisses ou dans le ventre. Les patients, ils font soit eux-mêmes, après avoir eu une petite formation par l'infirmier à domicile, soit certains qui sont un peu réfractaires aux injections bah, peuvent faire, continuer à faire passer l'infirmier à domicile, hein, ça c'est possible, mais beaucoup préfèrent être autonomes et pas être dépendants de l'infirmier qui va devoir passer. Donc délai d'action, amélioration des 4 à 8 semaines, mais il faut attendre quand même 24 semaines pour avoir vraiment la pleine efficacité. Une tolérance qui est vraiment très bonne, parfois des réactions site d'injection. Donc au niveau de l'endroit où on fait l'injection, bah, il peut y avoir un peu de rougeur, un peu de démangeaison. Donc c'est pris en charge pour les patients avec un prurigo nodulaire modéré à sévère, sans qu'il n'y ait de critères d'intensité de démangeaison, de nombre de nodules. Donc c'est une évaluation qui est faite par le médecin.
Donc un traitement qui bloque les récepteurs de l'interleukine 4 et 13, donc qui agit sur l'inflammation, inflammation de type 2, mais c'est un traitement qui ne va pas agir sur les défenses immunitaires, donc il n'y a pas de surrisque d'infection. Autre molécule très intéressante qui est maintenant disponible également pour traiter le prurigo, donc c'est le némolizumab, donc un antagoniste du récepteur de l'interleukine 31, donc évalué aussi dans 2 essais randomisés, aussi contre placebo, avec des critères d'inclusion identiques aux études sur le dupilumab, donc au moins 7 de démangeaisons, au moins 20 nodules. Donc là, c'est un peu différent. C'est une injection sous-cutanée, mais toutes les 4 semaines, avec une dose qui peut varier selon le poids. Et puis une évaluation qui a été faite sur un double critère. Donc de la même façon que dans les études sur le dupilumab, avoir une amélioration d'au moins 4 points du pire prurite des dernières 24 heures, le PPNRS, mais aussi un IGA 0 ou 1, donc le fait de plus avoir de lésions de prurigo ou quasiment plus. Et donc, on voit une efficacité qui est très intéressante aussi, un peu plus rapide, parce qu'on voit qu'à la semaine 16, 56% des patients qui étaient traités par némolizumab avaient une amélioration d'au moins 4 points de leur échelle de prurite. Et c'était confirmé dans l'étude Olympia 1. Donc, ce traitement, c'est une injection sous-cutanée toutes les 4 semaines. Donc, de la même façon, les patients peuvent faire leurs injections eux-mêmes, ou alors ils peuvent demander à l'infirmier à domicile s'ils préfèrent. Ça agit plus rapidement que le dupilumab. C'est vraiment très bien toléré. Il y a assez peu d'effets secondaires. Et indication, c'est la même que le dupilumab, c'est prurigo nodulaire d'intensité modérée à sévère chez l'adulte. Donc là, ça va bloquer une autre cytokine, l'interleukine 31. Donc, en bloquant ce signal, on aura une diminution rapide des démangeaisons. Donc, ce traitement-là, il est commercialisé que dans le prurigo. Il n'y a eu aucune autre maladie où il est commercialisé, alors que le dupilumab, on l'avait déjà pour l'eczéma, la dermatite atopique en dermatologie, et il a été utilisé aussi pour l'asthme et la polypose nasocinusienne. Donc là, c'est vraiment un traitement unique qui n'a pas d'autres indications. Pour vous parler rapidement des traitements qui pourraient arriver, le povorcitinib, c'est un traitement de la famille des inhibiteurs de JAK, donc là qui a été évalué plus précocement, donc en phase 2. Donc en phase 2, c'est vraiment avant la phase 3. Là, c'est des études pour commencer à montrer l'efficacité, mais c'est surtout la phase 3 qui va confirmer. Même critère d'inclusion. Là, c'est un traitement par voie orale. Donc, c'est une voie d'administration qui est différente. De la même façon, il regardait l'amélioration d'au moins 4 points du score de prurite au bout de 4 semaines, avec des dosages différents de povorcitinib. Dans la phase 2, il y a souvent plusieurs dosages. Et ensuite, on va sélectionner les dosages les plus intéressants. Et donc, on voit des effets qui étaient intéressants parce qu'à la semaine 16, donc au bout de 4 mois, 56% des patients qui avaient la dose la plus élevée, de 75 mg par jour, avaient une amélioration d'au moins 4 points du score de prurite. Donc, quelques effets secondaires, céphalée, fatigue, désinfection. Et l'étude de phase 3, elle est en cours. Il y a 2 études de phase 3 avec les dosages de 45 mg qui ont été retenus et de 75 mg en comparaison au placebo. Donc peut-être un traitement qui sera disponible sur le marché dans les années à venir. Une autre étude avec l'abrocitinib, donc un autre anti-JAK, mais là c'était une étude en ouvert. Donc là, le traitement est administré en ouvert parce que c'est un traitement qui est disponible déjà pour l'eczéma, donc on peut le prescrire pour d'autres indications. 10 patients avec un prurigo, 10 patients avec un prurite, mais sans lésion de prurigo. On voyait aussi une efficacité qui était intéressante, mais on ne peut pas conclure parce qu'il n'y a pas de bras placebo. Et donc on sait que pour tout traitement, il y a un effet placebo. Le patient va ressentir un bénéfice alors qu'il n'y a même parfois pas d'efficacité de la molécule. Donc là, il faut vraiment que ce soit confirmé par une étude contre un placebo. Et un traitement qui pourrait être intéressant, un anti-JAK aussi, donc comme les 2 molécules précédentes, mais cette fois-ci en crème,
qui a été évalué dans 2 études de phase 3, donc contre un placebo, donc contre une crème avec seulement un véhicule, pas d'efficacité propre. Première étude, ici, on voit une amélioration d'au moins 4 points du score de prurite chez 44% des patients avec le ruxolitinib en crème versus 20% de ceux qui avaient juste la crème sans effet actif autre que l'effet émollient. Donc c'était significatif. Alors on voit quand même 20% d'efficacité chez les patients qui ont le placebo, qui n'est pas vraiment un placebo quand même quand on a une crème, parce qu'il y a forcément un effet émollient qui peut expliquer que, un certain nombre de patients soient améliorés. Dans l'étude, la deuxième étude, TRU-PN2, il n'y a pas de différence significative entre le ruxolitinib et la crème sans traitement actif, parce qu'il y avait une efficacité importante de la crème sans principe actif. Donc, à voir si ce traitement sera commercialisé dans le Prurigo. Il pourrait être intéressant pour des formes limitées, parce qu'une crème, si les lésions sont trop étendues, ce sera un peu difficile d'en mettre sur grande partie du corps. Est-ce que c'est plus efficace que les dermocorticoïdes ou le tacrolimus, le Protopic qui sont déjà disponibles? Ça, on n'a pas la réponse parce que ça n'a pas été évalué comparé à ces molécules. Donc voilà, beaucoup de traitements disponibles et d'autres à venir. Et donc, je laisse la parole à Christine pour la suite, les conseils et astuces pour les patients. Voilà, donc moi je vais vous parler maintenant des conseils et astuces pour les patients, hein, après toutes ces bonnes nouvelles que le professeur Bruno nous a données sur les nouveaux traitements. Il y a quand même toujours des petites choses à faire. Alors, je dirais la première chose, ben, c'est hydrater, hein. Tous les gens qui sont atteints de prurigo nodulaire ou de maladie de peau savent qu'il faut hydrater, même si on en convient bien, ça devient très pénible. Mais l'idéal, c'est d'appliquer un émollient au moins 1 à 2 fois par jour. On peut mettre ces émollients au frais, puisque le froid soulage quand même les démangeaisons. Donc, ça peut être une petite astuce de mettre ces émollients au frais. Privilégier plutôt les textures un peu riches après la douche, c'est-à-dire plutôt les crèmes, et garder évidemment la peau bien hydratée, ben, aide à réduire les démangeaisons. Donc l'idéal, c'est d'en mettre le matin, le soir. Bon, parfois, on n'en met que le soir, parfois, on craque, on n'en met plus du tout. Mais vraiment, l'idéal, c'est d'en mettre plusieurs fois par jour. Ensuite, pour les douches, alors préférez des douches courtes, plutôt tièdes, parce que le chaud peut aggraver le prurigo nodulaire. Limitez les durées de ces douches. Des douches courtes, c'est préférable. Et utilisez, par exemple, un nettoyant doux sans savon. Les huiles de douche sont très efficaces. Il y en a spécialisées dans le prurite. On trouve tout ça dans les pharmacies ou parapharmacies. Et une petite astuce pour ceux qui ont des baignoires. Dans le bain, on peut mettre une cuillère à soupe de maïzena. Ça adoucit la peau, c'est assez efficace. Pour les baignades, là, on est en plein dedans, hein, c'est l'été, donc on va se baigner à la mer, c'est normal. Donc déjà, ne se priver de rien, hein. Et ce qui est assez efficace, ce sont les crèmes barrières. Alors, il y a plusieurs marques, vous trouvez ça en pharmacie, en parapharmacie. Et vous mettez ça avant la baignade en couche assez généreuse. Et ça protège aussi bien du chlore, du sel, hein, du sable sur les peaux atteintes de prurigo nodulaire. Et après, on rince, évidemment, et on remet un émollient. Alors, pour calmer rapidement les démangeaisons, bah, c'est le froid qui soulage le plus. Alors, une compresse fraîche ou une poche de froid enveloppée dans un linge pour ne pas attaquer la peau, évidemment. Et éviter de se gratter, si on peut, hein, c'est l'idéal. Alors, en tapotant ou en exerçant une petite pression sur la zone qui démange. Voilà, on peut changer de slide. Bon, ça, on l'a déjà mis. Alors, pour limiter les dégâts du grattage, bon, évidemment, les ongles courts, des gants en coton si vraiment c'est utile la nuit, par exemple, puisque le grattage est inconscient, hein, malheureusement, donc on se gratte la nuit. Donc, parfois, mettre des gants quand vraiment le grattage est très important, bah, ça peut limiter les dégâts sur la peau. Et quand c'est vraiment utile, un dépansement occlusif qui permette de protéger certaines zones qui sont très atteintes. Choisir les bons vêtements, donc des vêtements plutôt larges. Éviter tout ce qui est tissu irritant.
le polyester, ce genre de tissu et privilégier, le coton, les matières naturelles. Alors prendre soin de son sommeil, on a vu que le sommeil était fortement impacté par le prurigo nodulaire, hein, puisqu'on a des démangeaisons même la nuit. Donc privilégier, si c'est possible, une chambre plutôt fraîche. Bon, en ce moment, c'est difficile avec la canicule, mais pour ceux qui y peuvent, on essaie de faire une chambre plutôt fraîche et une routine, relaxante avant le coucher. Alors il y a des, applications sur l'hypnose, la méditation. Il y a Petit Bambou qui a des certaines, c'est une application Petit Bambou qui a certaines, certains modules gratuits justement pour le sommeil le soir. Ça peut aider à s'endormir et ne pas hésiter évidemment à parler de ses troubles du sommeil, à son médecin. La slide suivante. Hein. Voilà. Alors je vous dirais évidemment de ne pas rester seul, d'échanger avec votre dermatologue quand vous le voyez, profitez de ce moment privilégié pour lui parler de tous vos soucis, de santé. Rejoindre une association de patients. En France, il y a que l'association France Prurigo Nodulaire. Partager, son expérience avec d'autres personnes concernées. Alors comme on a vu, comme le professeur Bruno vous a expliqué, les traitements hein, évidemment sont essentiels, ils arrivent, il y en a beaucoup plusieurs qui sont arrivés, on est très contents, ça soulage. Mais les petits gestes du quotidien peuvent aussi, faire la différence, dans le contrôle du prurite et dans notre qualité de vie. Voilà. Donc maintenant, quelques initiatives et réseaux en France. Alors, on a créé en janvier 2024 l'Association française pour le traitement et l'étude du prurite, donc l'AFTEP, qui a été créée par le professeur Laurent Misery, donc chef du service à Brest. Donc là, vous avez le site internet. Donc, c'est un groupe de professionnels de santé ou de recherche qui sont impliqués dans la lutte contre le prurite pour améliorer l'état des connaissances, des pratiques, la prise en charge des patients par le biais d'actions de formation, formation initiale, continue, l'élaboration de recommandations pour la diagnostic et la prise en charge du prurite et la mise en place de projets de recherche. Donc voilà le bureau, donc président professeur Misery qui est au milieu, docteur Serge Boulinguès qui est dermatologue à Toulouse, trésorier professeur Mathieu Talagas qui est anatomopathologiste au CHU de Brest, moi-même, docteur Florence Accard qui est dermatologue à Lyon, qui s'occupe particulièrement des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaires, dont je vais vous reparler, et docteur Guy Rostocker qui est néphrologue, parce que le prurite peut aussi être d'origine rénale. Donc on a fait une première journée, un premier congrès national sur le prurite à Lyon. Et on a mis en place ces RCP, donc des réunions pour les cas difficiles, pour les patients qui souffrent d'un prurite résistant au traitement. Donc, ce n'est pas que les prurigos, c'est tous les cas de prurite. Donc, une fois par mois, on se réunit et les médecins dermatologues ou de n'importe quelle spécialité qui sont en difficulté pour traiter un patient peuvent soumettre le cas dont on discute ensemble. Et puis, je laisse la parole à Christine pour l'association France Prurigo Nodulaire. Alors l'association France Prurigo Nodulaire a été créée par moi-même et sous l'initiative du professeur Laurent Misery. Donc ça a été créé en 2019, donc j'étais la seule adhérente évidemment. Et là, nous sommes arrivés quand même à plus de 50, donc c'est quand même bien, parce qu'on a eu le Covid qui est passé par là, c'était un petit peu compliqué pour se faire connaître, mais ça avance doucement. Et donc, je pense qu'on va pouvoir faire des regroupements de patients par région, si vous voulez vous rencontrer, discuter, puisque, bon, évidemment, il y a plus de patients en région parisienne, hein, c'est statistiquement, c'est normal, mais il y a d'autres régions également où il y a des patients qui sont adhérents. Donc, je pense que je vais essayer de faire ça, vous puissiez vous réunir et discuter par région si ça vous intéresse. Voilà, donc je suis la présidente, il y a un site internet, donc vous voyez l'adresse qui s'inscrit, il y a une page Facebook et l'email, voilà, c'est prurigonodulaire@gmail.com. Donc, moi, en tant que présidente, ben, je vais beaucoup au congrès pour justement vous ramener les nouvelles infos, des infos qui sont scientifiques, hein, qui sont prouvées. Je vais aux Journées dermatologiques de Paris, aux Journées européennes. Bah, je participe à des congrès, etc., pour vous amener vraiment des informations vérifiées et scientifiques. N'hésitez pas à adhérer. Oui, n'hésitez pas à adhérer.
plus on est fort, plus on est C'est reconnu. ça. C'est utile pour les patients, puis ça a servi aussi pour faire des études, comme l'étude sur le reste à charge. Parfois, on peut Eh, c'est ça. solliciter Voilà, les on fait des patients études aussi, hein. de l'association pour avoir plus de données sur la maladie. Voilà. Donc, une maladie, pour conclure, hein, de mieux en mieux connue et définie. Vraiment, en 10 ans, depuis qu'on a établi la définition, et maintenant, il y a eu un progrès majeur. Et c'est cette définition de la maladie qui a permis de développer des traitements, comme le dupilumab, le némolizumab, qui ont été développés dans cette indication. Un retentissement majeur sur la qualité de vie. Et donc, maintenant qu'on a des traitements, bah, il ne faut pas hésiter à consulter pour recevoir ces traitements. Et puis encore de nombreux autres traitements qui sont en développement. Voilà, donc de ne pas hésiter à adhérer. Si je peux aider, pour vous trouver des consultations et cetera, bah, n'hésitez pas. Donc, merci pour la participation. Et puis, on va regarder, il y avait des questions dans le chat. Je vais peut-être arrêter d'ailleurs hop, le partage du coup. Et on va regarder les questions. Alors, c'est un peu petit, mes questions. Donc, il y avait une première question. Mon nom est Jessica. J'ai la question suivante. Pour compléter ma question Ah, de tout à l'heure, le prurigo nodulaire est-il une maladie rare? En France, j'ai lu que oui, mais rien, une fois encore, en Belgique pour ce type. Alors, ça peut oui, être. Non, non, c'est pas une maladie rare. En fait, la maladie rare, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est défini comme une maladie qui touche moins de une personne sur 2000. Et donc, si on se fie à la prévalence que je vous ai montrée, qui est environ de 0,35%, si on combine les résultats des différentes études qui mesurent la fréquence du prégo de différentes façons, bah, 0,35%, ça fait 7 patients atteints pour 2000. Donc, on n'est pas sur une maladie rare. C'est pas fréquent, mais ça correspond pas à une maladie rare. il y a des pays où c'est reconnu comme maladie rare. Parce que quand je vais à Global Skin, là, tu sais, Ouais, le grand regroupement de toutes les maladies de peau internationales, je peux être dans les maladies rares. Donc, il y d'accord. a des Ouais. pays où c'est reconnu comme maladie rare. Mm. Oui, Voilà, parce donc que ça selon dépend. les façons de calculer, on voit que c'est des taux. Oui, oui, voilà, ça dépend des pays, je pense, des Mm. façons de calculer, ouais. Mais ici, non, c'est pas reconnu. Alors, ça peut avoir des avantages et des inconvénients parce que parfois l'industrie pharmaceutique va être moins intéressée pour une maladie qui est rare, qui touche potentiellement peu de patients. Donc, Oui, c'est bon, peut avoir des bon, c'est avantages comme et des ça. inconvénients. C'est pas fréquent, mais ici, Je ce crois serait qu'il y pas a, une maladie. je crois qu'il y a pas de question. Alors après, mon chat est tout petit, alors j'arrive pas à voir l'autre. Moi, c'est moi qui avais mis une question parce que je voyais pas la slide. Je croyais que c'était pour toi, Là, mais il y elle en devait a pas aller. une, mais elle est tellement petite. Ah voilà, Oui, j'arrive ça y est. pas à l'ouvrir. Voilà, donc c'était la même patiente. J'ai la question suivante. Je souffre de démangeaisons, grattages, cicatrices depuis longtemps. Donc les dermatologues consultés me disaient que c'était la conséquence d'une peau trop sèche, me conseillaient des huiles relipidantes sans savon, mais ça persistait. En faisant des recherches, j'ai découvert le prurigo nodulaire et j'ai demandé à mon dermatologue si ça pouvait être la cause, il a confirmé. Et donc, je suis vraiment handicapée par le prurigo. L'entourage ne comprend pas pourquoi je n'arrête pas de me gratter. Ça laisse des cicatrices horribles et très étendues. Le regard des gens qui se demandent si je suis contagieuse. Et ça, c'est surtout Oui, de la partie sur le retentissement. C'est ce qu'on a mis en évidence, hein. Un retentissement qui est majeur. Et c'est vrai que je pense qu'on n'a peut-être pas parlé de ça, mais l'entourage, peut-être Christine, tu pourras en témoigner, ne comprend pas toujours. Et ce que rapportent les patients, c'est cette phrase horrible, arrête de te gratter. oui, cette phrase, oui, 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 Ouais. c'est, il faut expliquer. Justement, ce genre de petites conférences, ça s'adresse également, évidemment aux patients, mais également aux familles, aux Oui. amis qui peuvent comprendre cette maladie qui est quand même pas très connue et que ça sert à rien de dire ça. C'est ce que j'expliquais, la nuit on se gratte, c'est inconscient. C'est malheureusement cette maladie, on peut pas contrôler ses démangeaisons. Ça arrive d'un seul coup, ça peut être jour et nuit, il peut y avoir des petits moments d'accalmie et d'un seul coup ça repart, on ne sait même pas pourquoi, on n'a pas eu de contrariété, on n'a rien eu, mais voilà, c'est comme ça, ouais. Donc arrête de gratter là, ça ne sert strictement à rien, à part Voilà, donc culpabiliser encore oui. plus le malade. Il y a les familles
Et puis en Mais effet, le oui, regard des gens, la les lésions de stigmatisation, on en a grattage, parlé tout à l'heure, oui, oui. Mmh. oui, la Oui. stigmatisation avec on en a parlé, le saignement, les gens qui vont se demander si c'est contagieux. Alors bien sûr, c'est Ah pas moi contagieux. oui, moi j'ai eu la question aussi, hein, au travail: «Est-ce que c'est contagieux?» alors que je suis médecin, enfin bon, Mmh. c'est curieux, ouais. Alors, les questions, existe-t-il un produit efficace pour le quotidien et a-t-on un espoir de calmer, stopper cette maladie? Eh ben là, je pense que vous avez vu avec les traitements qu'on a à notre disposition. Là, c'était les résultats des études. Donc, c'est sur des centaines de patients. Mais le retour qu'on a au quotidien, parce qu'on l'utilise chez nos patients, c'est que c'est vraiment extrêmement efficace et des patients qui ne se grattent plus du tout ou quasiment plus. Donc, il y a vraiment un changement. En effet, il y a des traitements qui sont maintenant extrêmement efficaces. Ils changent la vie vraiment, Donc, faut ils pas changent vraiment la vie. hésiter à, oui, oui, à consulter pour les recevoir. Est-ce une comorbidité du syndrome d'Ehlers-Danlos? Non, moi, j'ai pas vu d'association particulière et je vois pas forcément par quel biais. Est-ce héréditaire? Ma maman avait le même problème. Bah, le prurigo en soi, non, mais peut-être la cause qui a amené au prurigo, s'il y a un terrain peut-être d'eczéma atopique ou d'autres maladies sous-jacentes, mais le prurigo en soi, non, n'est pas héréditaire. J'habite en Belgique, je n'entends pas ou ne vois personne parler de cette maladie chez nous, alors je ne sais pas trop le niveau de formation des dermatologues. Alors les dermatologues belges, ils viennent souvent comme à notre congrès national des JDP, donc je pense que... Et moi j'ai fait il y a peu de temps au congrès français d'allergologie un atelier sur le prurite en binôme avec Gwendy Dupire, qui est une dermatologue belge, donc... je pense que l'information va arriver aussi en Belgique. Ça devrait pas peut-être trouver la bonne personne. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Je crois pas qu'il y ait d'autres. Je descends dans le chat. Non, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. N'en vois pas. Non, je vois pas d'autres questions. Donc, je pense qu'on va pouvoir conclure ce webinaire sur le prurigo. Donc, merci pour votre participation et probablement à l'année prochaine, parce que j'imagine que ça va être reconduit. Donc, un lundi, je pense, cette fois-ci. Bon, merci à tous, merci à toi Émilie. Ah, il y a une dernière question. Ah, J'ai la question suivante. Je découvre la crème ruxolitinib comme nouveau traitement. Est-ce qu'elle peut être ajoutée et prise en même temps que le Dupixent? Alors, c'est une crème qui, pour l'instant, en fait, est disponible pour le vitiligo, donc les patients qui ont des zones de peau dépigmentées, mais qui n'est pas disponible pour le prurigo, parce on n'est pas certain que ce soit mieux que ce qui est disponible. Et bien sûr, les traitements topiques, ils peuvent être utilisés en plus des traitements par voie générale, hein. Quand on a du némolizumab, du dupilumab, on peut continuer à utiliser ces crèmes, mais le but, c'est de moins en avoir besoin. Alors, une question suivante. Ma fille de 3 ans a été diagnostiquée d'un prurigo nodulaire. Alors ça, c'est extrêmement rare. Nous, dans le service, c'est Clara Basque qui fait la dermatopédiatrie et qui, bah, vendredi prochain, à l'hôpital Necker, participe à une journée de formation de pédiatrie et qui est chargée de faire une présentation sur le prurigo de l'enfant. Et il y a très peu de littérature parce que ça touche vraiment très rarement les enfants. Ou alors, ça va englober des maladies qui sont souvent un peu différentes, comme les prurigostrophiolus, qui sont des réactions à des piqûres d'insectes. Mais c'est vrai que le prurigo, comme on l'a chez l'enfant, c'est quand même vraiment rare. Alors, la diminution de la durée de vie de 6 ans, je ne sais pas, c'est... mais tu sais, c'est dans l'étude où on avait vu qu'il y avait une durée de vie, une qualité de vie, et qui entraînait moins 6 ans de vie. Mais c'est Ah, une étude, hein, oui, c'est pas. oui, et je pense qu'en fait, c'est lié aux comorbidités, aux Oui, maladies c'est ça, associées. c'est ce qu'on avait vu, voilà. Oui, oui, oui. Parce qu'on Donc, il n'en ne faut a pas pas parlé qu'on s'inquiéter. avait... Voilà. Il ne Oui, il ne faut faut pas pas du tout s'inquiéter. s'inquiéter Non. sur ça. Non, ça ne Non, concerne pas c'est vrai qu'on n'avait fille. pas le temps de parler de tout, mais on sait que les patients qui ont un prurigo, ils ont plus de problèmes cardiovasculaires, différentes maladies auto-immunes et autres, qui sont aussi les causes de leur prurite, en fait, parce qu'il y a différentes maladies qui sont les causes des démangeaisons. Et donc, s'il y avait une espérance une diminution de l'espérance de vie, ce serait lié à ces autres pathologies associées, mais je Oui. pense pas au prurigo, Non, effectivement, non, en non, soi, hein. non, non. Alors, surtout pour un enfant, faut pas Oui, il ne faut pas s'inquiéter, hein, s'inquiéter. du tout.
Bonjour, je pense être atteint de ce problème et pas diagnostiqué après plusieurs dermatologues et pourtant même symptômes du prurigo depuis 18 ans. Alors peut-être que certains ne sont pas encore suffisamment formés, pourtant on communique quand même beaucoup. Et le fait qu'il y ait eu aussi ces nouveaux traitements, ça a amené à beaucoup de communication. On a fait plus de présentations parce qu'il y a de l'innovation thérapeutique. Donc je pense quand même que les dermatologues ils doivent petit à petit se former. Sinon, il faut essayer de trouver les bonnes personnes pour, euh, pour recevoir des traitements parce qu'on a quand même des traitements qui sont maintenant efficaces. Et alors en plus, ce qu'on n'a pas dit, c'est que depuis maintenant 2 ans, les dermatologues libéraux peuvent prescrire les biothérapies. Jusque-là, c'était prescription initiale hospitalière, donc il fallait forcément être vu au moins la première fois dans un hôpital. Et donc, c'est les dermatologues libéraux qui adressaient aux dermatologues hospitaliers pour initier le traitement, qui pouvait être ensuite renouvelé en ville. Mais depuis 2 ans, ces traitements-là peuvent être prescrits par les dermatologues libéraux. Donc le dupilumab, le némolizumab, on n'a pas besoin d'être vu forcément à l'hôpital si on a un dermatologue libéral qui est formé. Et donc s'ils ont des questions, ils savent en général qu'ils peuvent nous consulter ou adresser leurs questions à la RCP dont je vous ai parlé. Bon, je crois qu'on a épuisé, qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Et j'avais effectivement répondu aux questions du screenshot. Donc je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Donc merci pour votre participation et puis à l'année prochaine. Ah, t'as ton son coupé, Christine. Je disais merci et n'oubliez pas d'adhérer. Merci beaucoup. Au Merci, revoir. au revoir.